Bonjour Luc, comment vas-tu? Ah, ça va bien et toi? Merci. Super. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation pour venir à ce podcast Giants Underdog. On va... Comment te décrire Luc? Ingénieur, hacker, quelqu'un qui a changé le monde, cofondateur de Siri, directeur de l'innovation de Samsung, directeur scientifique, patron de l'IA de Renault aujourd'hui, bref. Un passé, un CV long comme le bras et entrepreneur, chercheur, beaucoup de choses. Donc, Luc, le mieux, avant que je te présente, c'est qu'en fait, ce soit à toi de te présenter, que tu me dises qui tu es. On n'a pas beaucoup de temps, donc je te laisserai résumer, me dire vraiment les étapes clés, mais surtout, tu as commencé, tu viens d'où, quoi? Ouais, bah, je suis toulousain, donc je suis né à Toulouse. Et en gros, bon, j'ai fait des trucs quand j'étais jeune. J'ai fait beaucoup de hacking, comme tu disais. Donc, je me suis amusé beaucoup avec l'électricité, l'électronique, puis l'informatique, hein. Donc, formé sur le tas, formé dans le tas. Donc, ça, c'était rigolo. J'ai fait des robots quand j'étais très jeune, un robot pour faire mon lit. Après ça, j'ai fait donc de l'informatique beaucoup quand les premiers ordinateurs sont arrivés. Donc, hacker des ordinateurs, rentrer dans l'assembleur, comme on disait à l'époque. Et puis après, j'ai fait des études de mathématiques, donc relativement rapidement, mais je suis monté à Paris. J'ai fait des mathématiques et de l'informatique. Il n'y avait pas beaucoup de trucs en informatique encore à cette époque-là, mais j'ai fait le premier DEA d'IA, qui était avec un professeur qui était tout jeune, qui s'appelait Jean-Gabriel Ganassia, qui est Attends, c'était en toujours... quelle année? ça, c'était en 87 ou 88, quelque Donc, chose en comme ça. 87, 88, il y avait déjà en France, Ouais, un on DEA pouvait d'IA. faire un DEA d'intelligence Ouais, artificielle. c'était le premier DEA, c'est diplôme d'études approfondies, donc je pense que ça n'existe plus aujourd'hui. Et, et donc Ganassia avait créé ce machin-là. Il était tout jeune et c'est un philosophe et informaticien. Il était extraordinaire. Bref, et donc j'ai fait ça, j'ai fait mon armée, j'ai fait un autre DEA pendant mon armée. Après, j'ai fait un doctorat à Télécom Paris. Et puis après, pendant mon doctorat, en fait, je suis parti parce que l'esprit du CNRS m'allait pas exactement. Je pensais vraiment que ça allait être ce que je rêvais que ça allait être quand j'avais 5 ans. Mais bon, c'était pas ça. Moi, je voulais être trouveur et on était plus chercheurs. Donc, on cherchait trop longtemps, je trouvais. Donc, du coup, je suis parti. J'ai eu la chance de pouvoir partir au MIT. Donc, ça, c'était chouette. C'était chouette en juin, c'était chouette en juillet, c'était chouette en septembre. C'était pas chouette du tout en octobre. Parce que là, il a commencé à faire très froid, très très froid. Et je suis toulousain, moi, j'aime bien 40, pas moins 40. Et donc, j'ai eu la chance, là aussi, de pouvoir partir à Stanford. On m'a dit, bah oui, tu peux venir. Donc, j'y étais. Donc j'ai fini ma thèse pendant que j'étais à Stanford. Et après, j'ai été à Stanford Research Institute, donc faire de la recherche. Et j'ai eu la chance rapidement, en fait, qu'on me file mon labo. J'ai créé un labo qui s'appelait CHIC, Computer Human Interaction Center, dans lequel on a fait des trucs vraiment de taré complet, parce que c'était le début d'Internet. D'accord, donc le tout début d'Internet. Et donc, on a fait des trucs avec Internet, parce qu'on savait, on avait compris que ça allait être la plus grosse base de données du monde, que ça allait être un truc incroyable. Donc, on a fait le premier frigo connecté, avec le frigo qui était capable de dire ce qu'il y avait dans le frigo et que tu pouvais faire comme recette en fonction de ce qu'il y avait dans le frigo. Donc aujourd'hui, ça n'existe toujours pas, hein. On est 40 ans plus tard, presque, ça n'existe toujours pas. 30 ans, allez. Et puis, j'ai fait la première voiture connectée aussi, avec BMW comme partenaire. Après ça, j'ai fait un tas de trucs connectés, beaucoup de trucs connectés, parce que mes deux trucs qui m'intéressent, en fait, qui sont pour moi la même chose, c'est l'intelligence artificielle, évidemment, mais aussi les objets connectés, ce qu'on appelle l'IoT aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est la même chose dans le sens où ces objets connectés, si tu les connectes, c'est pour qu'ils soient intelligents, pour qu'ils puissent faire des trucs pour toi. Et donc, encore une fois, ce qui m'intéresse, moi, c'est les vrais gens. Donc, c'est faire des trucs pour les vrais gens. Et donc, toutes ces technologies sont au service des gens. Moi, ça a commencé avec mon robot pour faire le lit. Donc, quand j'étais très jeune, c'était pour moi, c'était pour le vrai gens. Et puis, donc, ça a continué avec tous ces trucs qui étaient la science-fiction, hein, dans les années 90. Ça n'existait pas, les trucs, c'était pas possible. Mais donc, on a fait, et puis on a fait un autre truc aussi. On avait fait 9 projets. J'ai un chiffre 9 qui est mon chiffre fétiche, en fait, parce que le 9 septembre 1999 à 9h, 9, 9, 99 at 9, on a présenté 9 projets qu'on avait fait au SRI, donc à Stanford, dans les 3-4 années qui s'étaient écoulées. Et donc, un des trucs qui était emblématique, c'était, on a appelé ça The Assistant. Un The Assistant, c'était un petit agent, un gars à qui tu pouvais parler. Un Et tu Jarvis, pouvais. quoi. Voilà, c'était, ouais, mais enfin, plus tard, il s'est appelé Siri. Donc, c'était cet assistant qu'on a fait. Euh, et vraiment pour les gens aussi, hein. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus empathique, beaucoup plus humain
que tous les autres reconnaisseurs vocaux qui existaient. On n'était pas les meilleurs en reconnaissance vocale, mais on était les meilleurs en empathie, on va dire. Et c'est pour ça d'ailleurs que, 10 ans plus tard, enfin même plus que 14 ans plus tard, ça a été acheté par Apple, ça a été acheté par Steve Jobs, il a vu le truc. Et Steve Jobs a dit, voilà, c'est ça qu'il me faut, et il a décidé de mettre ça dans l'iPhone, donc on est allé chez Apple, et on a mis donc le Assistant dans l'iPhone, c'est devenu Siri. Du jour au lendemain, c'est passé de 100 000, on avait une petite boîte où il y avait 100 000 utilisateurs, 160 000 utilisateurs, à 160 millions d'utilisateurs. Wow. Et aujourd'hui, c'est 500 millions d'utilisateurs quotidiens. Donc, c'est une réussite avec des vrais gens qui utilisent. Alors, qui n'utilisent pas exactement comme on avait pensé qu'ils allaient l'utiliser. Hein, parce que ils l'utilisent pour des trucs très particuliers. Et c'est pas conversationnel, même si on avait rêvé la conversation à l'époque. Aujourd'hui, c'est pas conversationnel, mais demain, ça le sera. Parce que les nouvelles IA, les IA génératives qui sont arrivées il y a 2-3 ans, sont conversationnelles. Et Apple y viendra aussi. Apple est toujours un peu lent à se déclencher, hein, mais ils vont y arriver. Voilà, donc j'ai fait ces 10 ans de recherche. Après 10 ans de recherche, j'ai fait 10 ans de start-up. Donc dans les années 2000, de 2000 à 2009. Donc 10 ans de start-up, des start-up rigolotes. Une qui s'appelait Orb, qui est une start-up absolument extraordinaire. C'était le truc impossible. C'était juste le machin impossible à faire. Alors bon, toi, tu es un peu trop jeune, mais tu te rappelles peut-être du 3650 de Nokia, le téléphone. Et on était les premiers dans le monde en 2001 à jouer sur le 3650 à télé live, ce qui n'était pas possible, dans un real player. Ce qui était impossible, mais on l'a fait. Et donc en fait, Orb, c'était un machin qui était très, très compliqué à configurer, très difficile. La technologie était très, très compliquée, mais incroyable. Et on pouvait jouer n'importe quoi, n'importe où, sur n'importe quel device. Et c'était juste incroyable. Et aujourd'hui encore, j'ai des gens qui viennent nous voir de temps en temps et qui me disent j'ai utilisé Orb dans les années 2000 et c'était incroyable. On a eu 17 millions d'utilisateurs. Et les 17 millions d'utilisateurs, je pense que c'était les 17 millions de geeks dans le monde. Parce que c'était impossible à configurer. Donc, mais voilà, donc ça c'était marrant. En fait, c'est ma boîte préférée de toutes les boîtes que j'ai faites. Alors, évidemment, on me dit toujours Siri, mais en fait, Orb, c'était le truc technologiquement le plus compliqué que j'ai jamais fait dans ma vie. Et qui était, quand ça marchait, c'était incroyable. Ça a été racheté par Qualcomm. Et puis après ça, après ces 10 ans de recherche, 10 ans de start-up, j'ai décidé de faire 10 ans de grosses boîtes américaines parce que j'avais un peu marre de trouver des sous pour mes start-up. C'était compliqué des fois, c'était fatigant. Et je me suis dit, dans les corporates, je vais avoir des sous sans me fatiguer trop et puis on va pouvoir faire des trucs rigolos. Donc j'ai créé des startups dans les compagnies finalement, donc pour être un peu indépendant parce que le but du jeu c'était que je fasse ce que j'ai envie de faire. D'accord, donc il fallait que je sois. Bon, j'avais une petite réputation donc ça allait, quoi, je pouvais faire ce que je voulais. Et donc j'étais chez HP, on a créé les premières imprimantes connectées, donc ePrint c'est à cause de nous. 80 millions d'utilisateurs la première année. Wow. Après ça, Siri, donc Apple rachète Siri, donc Steve Jobs nous rachète. On passe Siri sur iOS, donc ça c'était en 2011. Ça sort le 4 octobre 2011, 160 millions d'utilisateurs le premier jour. Et puis après ça, je pars de Apple une fois que Steve Jobs est mort et qu'il n'y avait plus la vision vraiment de ce qu'on voulait faire avec Siri. Et je vais chez Samsung. Alors plus pour faire du speech, là, c'était plutôt pour faire des objets connectés, parce que Samsung vendait 1 milliard d'objets par an, mais ils n'étaient pas connectés. Et donc j'ai créé la plateforme de connectivité des objets de Samsung, et aujourd'hui il y a plusieurs milliards d'objets connectés sur cette plateforme. Donc c'est encore pour les vrais gens. Pour les vrais gens, c'est toujours pareil. Dire. Donc c'est quoi cette connectivité ? Ça permet au téléphone de parler à la télé, donc d'essayer de faire en sorte que les trucs soient un peu intelligents. Bon, c'est pas la vision non plus de ce que j'ai des trucs intelligents, parce que chez moi, depuis 1999, je crée ma maison connectée. J'ai 219 objets connectés à la maison qui ne sont pas censés se parler, mais parce que je peux les hacker et parce que je peux faire ce que je veux avec, j'ai fait une petite plateforme locale à la maison où tous les objets se parlent. Et c'est ça la vraie vision de ce qu'on devrait faire, de ce qu'on pourrait faire, mais c'est une vision un peu agnostique qui est très difficile parce que chacun veut faire sa petite plateforme, Amazon, Apple, machin. Et donc, c'est difficile d'avoir une plateforme qui soit unifiée. Mais bon, à la maison, j'ai réussi à le faire. Et donc, j'ai ces 219 objets qui se parlent entre eux et qui sont à ma disposition. C'est-à-dire que quand j'arrive le soir à 19h, par exemple, je suis tout seul à la maison, je rentre, le garage s'ouvre, évidemment, ça se déloque le machin, ça enlève l'alarme, tout ce qu'il faut, je rentre dedans, ça prépare pour l'apéritif. Et donc, ça allume la cheminée, ça descend les volets, ça met la lumière qui va bien, la musique qui va bien, tout qui va bien. Il y a à peu près une quinzaine d'objets qui se mettent à être orchestrés
pour pouvoir me préparer pour l'apéro. Donc, c'est le genre de truc, encore une fois, c'est pour le vrai genre, moi. Et c'est le genre de truc qui, je pense, devrait exister, mais qui n'existe pas encore tout à fait. Pourquoi ça n'existe pas pour toi? Parce que Comme tu c'est viens de dire, c'est le plateforme. problème que Ouais. les plateformes, chacun a sa plateforme Ouais, propriétaire. exactement. Et donc, c'est très difficile de tous se mettre d'accord. Alors, il y a des initiatives qui existent où ils essayent de faire des protocoles, mais les protocoles sont tellement simples que c'est compliqué de mettre tous les objets dessus. Donc, mais bon, ça arrivera un jour. Hein. Et donc, du coup, toutes ces visions, on va dire, petit à petit, se réalisent. Le frigo connecté qu'on avait fait dans les années 90 va arriver, commence à arriver un tout petit peu. On voit des frigos LG, des frigos Samsung, où tu commences à savoir ce qu'il y a dans le frigo. Donc, quand tu vas savoir ce qu'il y a dans le frigo, tu vas pouvoir faire les recettes. Donc, tout ça, on avait fait ça dans les années 90. Donc, voilà, 10 ans de recherche, 10 ans de start-up, 10 ans de grosses boîtes américaines. Et au bout de 10 ans de grosses boîtes aux États-Unis, j'ai dit, quels sont mes prochains 10 ans? Parce que je fais 10 ans. Là, c'était le Covid. Donc, on est en 2020. Et je dis, bon, la prochaine, je vais rendre quelque chose à la France. Alors, c'est beau, hein, c'est magnifique, c'est un truc. Mais c'est vrai, en fait. Parce que, bon, j'ai eu de la chance, j'ai fait plein de trucs, j'ai eu plein de rewards, hein, comme on dit. Et donc, j'ai été éduqué ici. J'ai dit, je vais rendre quelque chose à la France. Je vais vraiment trouver une boîte, des boîtes qui auraient peut-être besoin de moi. Et j'ai eu la chance de rencontrer Luca De Meo, où Renault, il était en train de reconstruire Renault qui avait une histoire un peu compliquée juste avant. Et il m'a donné carte blanche pour faire tout ce que je voulais en IA chez Renault. Et donc j'ai dit banco. Et donc là, j'ai fait 4 ans déjà chez Renault. Alors je ne sais pas si je continuerai chez Renault, j'en sais rien, mais je vais faire 10 ans de boîte française maintenant. Et tu as fait quoi justement chez Renault? Alors chez Renault, on a fait pas mal de trucs. Le truc emblématique, c'est dans la voiture elle-même. Dans la Renault 5 qui est sortie là, au mois de décembre 2024, on a un petit avatar. Un avatar qui se trimballe sur l'écran et qui qui permet d'avoir une meilleure reconnaissance vocale, parce que les reconnaissances vocales dans les voitures, elles ne marchent pas très bien en général. Mais là, elles marchent pas mal, parce que justement, tu as du feedback immédiat, donc tu sais si le truc il est en train de comprendre ou pas. Et puis, il est marrant, il est proactif, réactif, enfin, il fait plein de trucs. Il peut évidemment contrôler ta bagnole, donc faire tout ce que tu veux, descendre les fenêtres, mettre le chauffage, enfin des trucs comme ça, donc ça, il va le faire. Mais il est aussi proactif dans le sens où tu es dans Paris, et maintenant dans Paris, si tu roules à plus de 30 km/h, tu te fais dinguer là. Donc, si tu es à 35, il va te dire, sans te faire chier trop quand même, parce que c'est pas le but du jeu, mais il va te dire, attention, tu es à 35, peut-être que tu devrais... Donc c'est un peu... il ne sait pas où sont les radars, lui, il n'a pas encore cette fonctionnalité de comment ça s'appelle, je ne sais pas plus comment ça s'appelle, le truc qui détecte les radars, là. Mais bon, il est marrant, il est rigolo, les gens l'adoptent. Donc là, on a les retours, après 6 mois, on a les retours des gens et on a une très très bonne adoption de Rhino, il s'appelle Rhino, comme rhinocéros, mais R-E-N-O. Et Rhino, il est vraiment bien. Il aide les gens à comprendre aussi l'électrique, parce que c'est une voiture électrique, et les gens sont plus habitués aux voitures thermiques, donc il aide, c'est un assistant, encore un assistant. Voilà. Excellent. Le problème là, c'est que j'ai 1000 questions pour toi. Je pense qu'on refera un autre podcast, mais déjà là, les questions qui me viennent, la première, donc tu as travaillé en direct avec Steve Jobs. Ouais, c'est lui qui a acheté, c'est lui qui a voulu vraiment Siri, hein, c'est lui qui avait la vision. En fait, Siri, aussi bien au départ, donc dans les années 90, que quand ça vivotait dans les années 2000, c'était vraiment, il n'y avait pas encore de smartphone vraiment. Les premiers smartphones, c'est arrivé en 2007 avec le iPhone, puis 2008 Android. Et donc Siri en 2008 a commencé à être un peu sur Android, mais avant c'était vraiment sur desktop, c'était vraiment sur les ordinateurs. Et donc Jobs a compris rapidement en 2009-2010 que l'assistant, il pouvait être dans le téléphone. Et donc, tu pouvais lui parler. Quand tu parlais des fois à quelqu'un d'autre de l'autre côté du téléphone, mais tu pouvais aussi parler à quelqu'un dans le téléphone. Et donc, c'est lui qui a vraiment poussé cette vision. Et c'était contre tous les gars qui travaillaient pour lui, en fait. Et c'est vraiment lui qui voulait Siri. J'ai vu la vidéo où justement il parle, et il y a un journaliste qui lui dit, mais vous avez mis, c'était combien le montant? Je peux pas te dire ça. C'était plus, mais en tout cas, qui lui avait dit, vous avez mis en tout cas beaucoup d'argent sur une boîte de R&D. Et lui répond, vous n'avez pas compris. Ouais, vous n'avez rien compris. C'est l'intelligence artificielle. Exactement. Et c'est le futur. Exactement. Et en fait, tu vois, il scotche le chroniqueur qui lui pose des questions. Et vraiment, c'est une des vidéos qui m'a le plus marqué. C'était ça, exactement. Ouais. Mais c'est vrai, il avait la vision. Bon, nous, on l'avait depuis longtemps parce qu'on faisait de l'intelligence artificielle depuis les années 90, hein, donc on savait ce qu'on faisait. Mais c'est vrai que pouvoir
l'articuler. Si tu veux, il a été le seul, et encore une fois, contre tous ses lieutenants. Hein. Et donc, il a été le seul à vraiment vouloir le truc. Et ça, c'était chouette, parce que c'est lui qui a... Il était malade déjà beaucoup hein, à ce moment-là, donc c'est vraiment son dernier baroud, quoi. Et donc, il a acheté le truc, il a poussé, il nous a... Bon, on était dans le secret total. Hein. Quand tu travailles chez Apple, tu travailles dans le secret. Donc, on était dans le secret total pendant 1 an. Où on a développé tout, de scratch. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas de serveur, par exemple. Tu vois. Il y avait des serveurs pour iTunes, donc c'était des serveurs de musique, mais il n'y avait pas de serveur de compute avec de capacité de calcul. Et il nous fallait ça, parce que toute la reconnaissance se fait dans le cloud. Et donc, de scratch, on a créé les data centers. On a créé tout le back-end jusqu'au front-end en 1 an. On était 17 quand on est arrivé. On était 85 quand on a fini au bout d'1 an. Et donc, on a créé l'équipe. Moi, j'étais le CEO de l'équipe à l'intérieur. Mon pote, avec qui on avait fait ça dans les années 90, qui s'appelle Adam Chire, lui, il était le CTO. Donc, on a toujours travaillé ensemble. Ça fait 30 ans, 40 ans presque qu'on travaille ensemble. Et donc voilà. Donc, on a créé ce machin-là. On l'a développé le 4 octobre 2011. C'est sorti. Ça a pété. Hein, tout de suite, parce que 160 millions d'utilisateurs, ça a pété tout de suite. Mais on a pu le réparer rapidement, donc ça ne s'est pas vu. Pas trop vu. Et Steve Jobs est mort le lendemain, le 5 octobre 2011. Non. Et quand on parle à sa femme, en fait, elle nous dit il a tenu jusqu'à ce qu'il voit Siri sortir. Dingue. Ouais. Sacrée histoire. Et ça fait quoi de bosser avec Steve Jobs il était comment au boulot? Affect. Mais en même temps, un visionnaire incroyable, extraordinaire. Il te dit les choses. Hein, sans filtre. Ouais, un peu trop sans filtre des fois. La première fois que j'ai rencontré, c'était en 2003 pour une de mes boîtes. Donc je lui montrais une technologie, c'était pas Siri, mais c'était une autre technologie. Donc j'avais 1 heure avec lui. On était plusieurs. Donc j'avais préparé une démo très compliquée. Donc justement, c'était dans l'époque de Orb, là, un truc très compliqué. En fait, que je lui montrais, c'était pas Orb. Mais bref, on lui montrait le machin. Et donc il est arrivé avec ces 2 sbires là. Donc je commence, alors tu vois, Steve, voilà, le truc qui marche comme ci, comme ça, ya. Donc au bout de 10 minutes, il se lève, il me regarde dans les yeux, il me dit « That's pure shit ». Et il se casse. Non. Premier contact avec Steve Jobs. Premier contact avec Steve Jobs. Alors je dois te dire que, bon, ça m'a surpris un peu. Ces 2 sbires sont restés, ils ont dit « Bon, t'en fais pas, c'est Steve, tu sais, bon, machin ». Mais bon, ça secoue. Ça choque, ouais. Mais c'était marrant. Et puis tu vois, 6 ans plus tard, il a acheté un autre truc, donc ça allait. Excellent. Et du coup, là, je vais revenir sur notamment ton dernier livre, ou même les titres des anciens. Je crois que le premier que tu avais fait, c'était l'intelligence artificielle n'existe pas. Et je crois que le deuxième que tu as fait, je crois que c'était en 2019. Le dernier que tu viens de faire en 2025, c'était l'intelligence artificielle n'existe toujours pas. Est-ce que tu peux nous dire, parce que pour le coup, tu es un vrai pionnier de l'IA. Ouais. Même moi, j'avais créé une boîte en 2014 sur l'IA. Bon, le marché n'était pas là. Et tout le monde disait, tu es un pionnier. Bon, en fait, je disais, mais attendez, comme tu disais, l'IA, ça existe déjà depuis plusieurs décennies. Donc toi, pour le coup, qui est un vrai pionnier qui fait ça depuis plus de 30 ans, tu es quand même assez écouté. Ouais. Pourquoi tu dis ça? Je dis ça, alors le deuxième bouquin, c'est sur les IA génératives. Le titre exact, c'est IA générative, pas créative. Le sous-titre, c'est l'intelligence artificielle n'existe pas, toujours pas, juste pour être en référence avec l'autre. Quand je dis que l'intelligence artificielle n'existe pas, c'est celle dont on me rebat les oreilles en fait dans les médias en général. D'accord, j'en peux plus en fait, parce qu'on raconte beaucoup de bêtises. Et c'est cette intelligence artificielle-là qui n'existe pas, celle que j'appelle l'intelligence artificielle de Hollywood, celle qui, tu vois, est des films Terminator. Celle qui va tous nous tuer, nous remplacer, etc. Ou celle des films Her, l'intelligence artificielle dont on tombe amoureux, machin. Il faut arrêter, quoi. Donc ça, c'est de la science-fiction. C'est bullshit. La vraie intelligence artificielle, d'ailleurs, je vais arrêter de dire l'intelligence artificielle, je vais dire les intelligences artificielles, parce qu'elles sont multiples et variées. Si vraiment j'ai à dire une intelligence artificielle, je vais dire qu'une intelligence artificielle, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle il y a des outils aussi différents que le marteau, la scie, le tournevis. Et les IA, c'est exactement ça. C'est des IA, c'est des outils qui sont excessivement spécifiques, spécialisés dans des domaines particuliers. Et par définition même d'outils, ils sont meilleurs que nous. Donc ça me fait aussi marrer quand j'entends bientôt l'IA va être meilleure que nous. Mais les gars, j'ai un scoop. Hein. Ça fait longtemps que les IA sont meilleurs que nous. C'est des outils. Et par définition même de l'outil,
ils sont meilleurs que nous pour une tâche particulière. Comme le marteau est meilleur que moi pour planter le clou, d'accord, une IA va être meilleure que moi pour faire la chose pour laquelle elle a été définie. Donc ces IA-là, elles existent. Elles sont beaucoup moins, on va dire, glamour que ce qu'on peut imaginer à Hollywood, mais elles sont excessivement puissantes, excessivement intéressantes. Il y en a plein. Et il y en a des diverses et variées. Comme tu as dit, ça a commencé officiellement en 1956. Ça fait 70 ans qu'on fait des IA. D'accord, donc on en a beaucoup. Il y a eu des IA logiques, des IA statistiques. Là, aujourd'hui, on est dans les IA statistiques avec les IA génératives, qui sont des héritières du machine learning, du deep learning, des trucs qu'on a fait depuis 30 ans. Et on a des outils extraordinaires, mais qui sont aussi des outils excessivement puissants, donc qui peuvent faire des trucs super, mais qui peuvent faire aussi des grosses bêtises. D'accord, c'est comme le marteau, tu peux utiliser à bon escient pour planter le clou, tu peux utiliser à mauvais escient pour taper sur la tête du gars d'à côté. D'accord, donc il faut savoir les utiliser, il faut les comprendre, il faut les apprivoiser. La bonne nouvelle, c'est que les nouvelles IA, qui sont ces IA génératives, et donc pas créatives, ces IA génératives, elles sont faciles à utiliser. Parce qu'il y a une révolution, c'est la révolution du prompt. D'accord, le prompt permet à n'importe qui de faire n'importe quoi. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi. Mais ces IA, elles sont faciles à utiliser, et ça, c'est super. Il y a quelque chose, moi, en ce moment, qui me marque et qui me rend un peu dingue, c'est que aujourd'hui, tout le monde l'utilise à tort et à travers. Et j'ai envie de dire que la majorité des gens, et de plus en plus, malheureusement, je vois autour de moi, ça me rend furax, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que les gens vont donner leur intelligence aux IA, pour reprendre ton terme, de multiples IA, et qu'en fait, du coup, ça va rendre ces personnes-là encore plus bêtes Ouais. que ce qu'ils étaient, ou en tout cas moins intelligents que ce qu'ils étaient, parce qu'en fait, ils délèguent leur intelligence aux IA. Et du coup, pour tout, ils lui posent les questions, mais sans même réfléchir. Et souvent, après, ils vont te donner des réponses sur des sujets, sur des problématiques qui sont complètement à côté, parce que déjà, ils n'ont pas su poser la bonne question, et du coup, la réponse est en adéquation avec la mauvaise réponse, et les personnes vont même aujourd'hui jusqu'à laisser les émoticônes, tout, etc. Et derrière, tu sais que la réponse, c'est pas la bonne réponse, et la personne, en plus, est sûre que la réponse est bonne parce que c'est l'IA qui lui a donné. Ouais, alors c'est un gros problème, effectivement. Donc, il y a un problème d'éducation. Alors, je ne parle pas d'éducation à l'école, mais un problème d'éducation tout court, où on n'a pas assez expliqué, parce que justement, dans les médias, comme on dit, on parle que de ces IA magiques qui font tout absolument d'une manière extraordinaire, de ces IA qui n'existent pas, celle de Hollywood dont je parle. Malheureusement, on parle que de ça. D'accord. Et on ne parle pas du fait que ces IA, en fait, sont faux souvent. Elles hallucinent, elles font des erreurs. Et on ne donne pas les chiffres. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est ces personnes-là les faire douter et leur faire comprendre qu'il faut douter. Déjà qu'il faut relire, parce qu'elles vont sortir n'importe quoi, comme tu l'as dit, ces IA, souvent. D'accord. Et puis la façon dont tu poses la question, c'est aussi la façon dont tu vas avoir la réponse. D'accord. Donc elles sont orientées, parce que tu orientes déjà la réponse toi-même, donc ça c'est embêtant. Parce que tu demandes à une IA, montre-moi que la Terre est plate, elle va te montrer que la Terre est plate. Est-ce que c'est vrai? Bon, non, a priori la Terre n'est pas plate. Mais est-ce que c'est pertinent pour le gars qui a posé la question? Oui, parce que c'est ce qu'il a demandé. D'accord, donc c'est compliqué, c'est super compliqué de comprendre et de calculer la pertinence, mais il faut expliquer à ces gens-là que en fait, ces IA font des erreurs. Et la meilleure façon de leur expliquer, c'est de trouver un moyen de calculer ces erreurs, de calculer la pertinence. Ça, c'est compliqué, pour ce que je viens de te dire juste avant, parce que tu orientes la réponse comme tu veux, mais il y a eu des études qui ont été faites qui montrent en fait comment on peut le faire. Et l'Université de Hong Kong, en février 2023, a fait une étude intéressante. En fait, ils ont pris des millions de faits considérés comme vrais. 2 plus 2 égale 4. D'accord. Et ils ont demandé à l'IA, est-ce que c'est vrai? Et donc, si l'IA dit c'est vrai parce que c'est vrai. Si l'IA dit que c'est faux parce que c'est vrai. Okay. Donc, du coup, à la fin, tu comptes les vrais et les faux, et tu as la pertinence. Et c'est sur des millions de faits qu'ils ont fait ça. Et le chiffre, c'est 64%. C'est-à-dire que 36% du temps, une IA, quelle qu'elle soit, et c'est toujours vrai aujourd'hui, en fait, c'est même pire aujourd'hui, mais ça je peux te le dire après, une IA à 36% du temps va te dire qu'un fait vrai est faux. Et c'est jamais les mêmes, parce que statistiquement, ça peut être n'importe quoi. Donc ces 64% sont toujours d'actualité aujourd'hui. On pourrait dire, ça c'est en 2023, les IA sont meilleures aujourd'hui. Mais en fait, non. Parce que ces IA, du coup, elles génèrent quelque chose qui n'est pas bon. Et c'est ces data synthétiques qui sont générées par les IA qu'on utilise pour les prochains modèles. Et donc, en fait, les prochains modèles sont encore plus faux. Et donc, il y a un papier de OpenAI qui est sorti il y a 3 semaines, donc c'est tout nouveau, qui lui montre, alors ils n'ont pas trop publié le machin, parce que ça montre qu'on a perdu 2%
dans les 2 dernières années. Donc aujourd'hui, c'est 62% la pertinence. Donc 38% du temps, l'IA te dit n'importe quoi. Et ça, c'est un peu embêtant. Alors quand tu commences à donner ces chiffres, les gens commencent à douter. Et donc ils se disent, finalement, il faut que je fasse attention. Donc le doute, c'est le meilleur ami. Ça devrait être notre meilleur ami. L'esprit critique, Malheureusement, l'esprit évidemment. critique, c'est super compliqué à inculquer parce que on a appris, on apprend, on nous dit que ces IA sont infaillibles. D'accord ? Alors que si on nous disait qu'elles ne le sont pas, eh ben on pourrait faire beaucoup mieux en fait et ne pas devenir des idiots. Parce que comme tu as dit, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils délèguent leur intelligence à ces IA et donc ils deviennent complètement idiots. C'est ça. Et moi, ça me rend dingue. En fait, c'est la même chose. J'ai l'impression qu'avant, c'était pour la télé. Les gens disaient, en tout cas de notre génération, ils disent à la télé, donc c'est vrai. Ouais, Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que l'IA c'est la même chose. Les gens me disent, c'est vrai, regarde. Je dis, mais l'IA peut se tromper. Ouais. Ça dépend de la question que tu lui as posée, ça dépend de son niveau là-dessus, sur tel et tel point. Et derrière, 9 fois sur 10, les gens me disent, non mais c'est vrai, regarde. Ouais. Et du coup, l'esprit critique se perd, il n'y a plus d'espace pour le doute. Et je ne sais pas si tu avais vu ce film Idiocratie. Bah ouais. Et derrière, justement, j'ai l'impression, et c'est malheureux, que du coup, la population, j'allais dire à cause de l'IA, non, c'est à cause d'eux, en fait, c'est à cause de l'humain. Ouais. Je dirais qui derrière ne sait pas utiliser, comme tu dis, le marteau ou les armes à l'époque qui étaient pour se défendre, eh bien, derrière, qui vont l'utiliser à mauvais escient. Ouais. C'est comme quand on fait des arts martiaux, tu sais que c'est interdit de les utiliser dans la vraie vie de tous les jours. Et là, pour moi, c'est la difficulté de l'IA, c'est vraiment de savoir comment bien l'utiliser et comment être de plus en plus intelligent en utilisant l'IA. Exactement, parce que c'est ce que c'est fait pour. C'est fait pour ça, en fait. Quand tu moi, j'ai une autre définition de l'IA, c'est l'intelligence augmentée. Mon intelligence est augmentée par cette IA. Quand je l'utilise à bon escient et quand j'utilise une IA qui est beaucoup plus spécialisée que les IA génériques. Plus elles sont génériques, plus elles vont faire d'erreurs. Quand je te donne 64%, c'est les IA un peu génériques où tu peux leur poser n'importe quelle question. Maintenant, il y a des façons d'utiliser ces outils bien meilleures. Donc, c'est là où on va spécialiser les IA. C'est ce qu'on appelle faire du fine-tuning, où tu vas fine-tuner avec tes propres données, les données dans lesquelles tu as confiance, dans un domaine particulier dans lequel tu as confiance aussi. Et donc, tu fais du fine-tuning ou tu fais ce qui s'appelle du RAG, qui est, vraiment, tu changes l'épaisseur de la fenêtre de recherche. Et tu te retrouves avec des IA qui sont beaucoup plus spécialisées. Et cette fois-ci, les pertinences montent à 95, 97, 98, 99%. D'accord ? Alors, le 100% n'existe pas, mais tu arrives à des pertinences absolument extraordinaires. D'accord ? Et là, tu peux leur faire confiance. D'accord ? Tu relis toujours. D'accord ? Il faut toujours douter quand même. Le 1%, il y a toujours 1% de chance. D'accord ? Mais tu peux avoir des IA qui vont vraiment t'aider, qui vont vraiment être qui vont te permettre d'avoir cette intelligence, ton intelligence augmentée par l'outil, parce que l'outil va te délester de certaines tâches que tu n'as pas envie de faire et qui sont relativement simples dans un domaine particulier. Donc ces IA, effectivement, elles peuvent nous rendre idiots, mais quand tu regardes bien Idiocratie, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il dure qu'1h10, le film, parce qu'il est quand même complètement idiot. Mais tu te rends compte à la fin, alors on peut dévoiler la fin quand même, c'est pas très grave. C'est-à-dire le film n'est pas exceptionnel non plus. C'est pas grave. Donc à la fin, tu te rends compte qu'il y a la caste des idiots. Après, il y a les robots qui sont plus ou moins en train de manipuler la caste des idiots. Mais au-dessus, tu as une autre caste, qui est la caste des mecs qui manipulent les robots. D'accord ? Et ceux-là, c'est ceux qui savent qu'il faut pas faire confiance à ces robots. C'était pas Steve Jobs qui disait qu'à ses enfants, il voulait pas leur faire utiliser les... Dans la vallée en général, les gens qui font de la tech, ils donnent pas de téléphone, ils donnent pas de tablette, machin et tout ça, jusqu'à un certain âge, pour pas justement les bêtifier, je sais pas comment on dit, pour qu'ils soient, pour qu'ils lisent des vrais livres et des choses comme ça. Donc il faut connaître les technologies, il faut les comprendre, et pour essayer de les utiliser encore une fois à bon escient et pas forcément comme des drogues. Le problème aujourd'hui de l'IA générative, c'est qu'on s'en sert sans même y penser et sans même penser à ses impacts écologiques aussi. D'accord ? Et ça, c'est un gros problème. Et moi, j'espère, en venant par le côté non seulement donc expliquer la pertinence comme j'ai fait tout à l'heure, mais aussi en expliquant que ça pète la planète, j'espère que les nouvelles générations vont prendre conscience qu'il faut faire attention quand on utilise ces IA. Parce qu'il y en a plein qui font des recherches Internet, par exemple, avec des IA pour demander la météo dans les IA, alors que tu peux faire ça avec Google très bien, et Google va prendre 2000 fois moins d'énergie qu'une requête ChatGPT.
Et en plus de ça, il y a un truc qu'on n'a pas compris encore, parce que c'est loin des yeux, loin du cœur, hein, ces data centers. On sait qu'ils prennent beaucoup d'électricité, machin et ça, mais on sait moins qu'ils utilisent aussi beaucoup d'eau douce pour se refroidir. Et il y a un chiffre qui est absolument aberrant et qui devrait faire peur. C'est le chiffre de consommation d'eau pour une requête ChatGPT. On considère qu'entre 10 et 30 requêtes ChatGPT, en fonction de leur complexité, c'est 1,5 litre de flotte qui disparaît. Donc tu as des millions de requêtes ChatGPT qui sont faites tous les jours, donc tu as des millions de litres de flotte qui disparaissent tous les jours. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc j'espère que aussi jouer sur cette fibre un peu écologiste de la jeune génération qui comprennent que c'est pas gratuit. Même si ChatGPT, OpenAI vous faire croire que c'est gratuit, c'est pas gratuit. D'accord, c'est pas gratuit en sous, c'est pas gratuit pour la planète. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. L'impact est assez énorme. Et je pense qu'effectivement, c'est important de faire prendre conscience de cette responsabilité. Il nous reste peu de temps, donc je vais te poser 2 dernières questions rapides. La première, si aujourd'hui tu avais 18 ans, tu te lancerais et que tu voulais lancer une nouvelle start-up, tu la lancerais dans quoi? Dans l'IA? Ben, aujourd'hui, tu sais, le truc à la mode, le truc qui va marcher, qui commence à bien marcher, c'est ce qu'on appelle l'IA agentique. Donc l'IA agentique, elle a deux avantages. Le premier avantage, c'est que les agents vont être faits avec des LLM, donc des IA génératives, mais avec des SLM surtout, donc des Small Language Models, donc plus petits, plus frugaux du coup, et donc beaucoup plus spécialisés. Donc quand ils sont plus spécialisés, ils sont plus frugaux, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, on peut aussi prendre des petits agents qui utilisent des vieilles méthodes, qui elles utilisaient zéro électricité, hein, que ce soit des systèmes experts ou même du machine learning. Mais bon, on va avoir des agents, et on va avoir une couche au-dessus, qui est une couche d'orchestration de ces agents, qui vont permettre de faire des tâches beaucoup plus complexes et beaucoup plus orchestrées, justement. Et ça va être super intéressant. Et ce qui est marrant, c'est que c'est ce qu'on a fait dans les années 80. Dans les années 80, il y avait déjà des modèles d'agents. On n'appelait pas ça agentique à l'époque, parce qu'aujourd'hui on dit agentique, ça fait bien. Mais c'était des agents, c'était juste des agents à l'époque, et ça s'appelait Corba par exemple, et des choses comme ça. Ouais. C'était des machins qui orchestraient des agents qui à l'époque étaient des agents de machine learning des agents logiques. Bref, des systèmes experts. Et donc on revient à ça, mais avec des petits agents qui sont beaucoup plus intelligents et qui font les tâches beaucoup mieux, les tâches unitaires, on va dire, beaucoup mieux que ceux des années 80. C'était les ESB, non, à l'époque, non? Oh bah, il y avait plein de trucs, donc mais c'était super rigolo. Et donc aujourd'hui, on revient à ça. Donc aujourd'hui, si j'avais faire une boîte, je ferais soit des agents super spécialisés dans un domaine particulier qu'on peut mettre dans un truc orchestré agentique, soit carrément essayer de faire l'orchestration elle-même de plusieurs agents et aller chercher ces agents quelque part online, on the fly. Enfin, on peut imaginer plein de trucs qu'on peut faire avec ces IA agentiques. Et si tu avais full budget illimité, levée de fonds illimitée? Ouais, c'est ce que j'ai en général. Donc, c'est ça que tu ferais? Ouais, j'ai l'habitude, c'est ça que je ferais. Ouais. Donc la dernière question qui me préoccupe, ou en tout cas qui fait en sorte que le matin, quand je me lève avec le côté, tu sais, en pensant à la souveraineté tech européenne. Et justement, on parle beaucoup de colonisation, si on peut, technologique, des Américains, des Chinois et autres, justement, avec les géants qu'on utilise tous les jours, en tout cas que beaucoup d'entre nous utilisons tous les jours. Et qui est même difficile de ne pas utiliser actuellement. C'est quoi pour toi l'avenir de la souveraineté tech européenne? Est-ce que tu la vois? Et est-ce que, si je lisais il y a quelques jours un article, un classement en 2000, je crois que c'est en 2050 ou en 2060, pardon, où première puissance de la planète, on parle de l'Inde, la deuxième de la Chine, la troisième des États-Unis et la France 28e. Et l'Europe dans tout ça, il peut y avoir une Europe qui justement va conquérir et va pouvoir rentrer dans le top 5, voire le top 3, voire pourquoi pas prendre un leadership. Et puis un scénario moins bon qui fait que l'Europe reste ou devient inexistante et tombe dans les limbes du classement parce qu'en fait, elle n'existe pas vraiment. Ouais. Bon, moi je suis optimiste, hein, donc, et je sais par expérience que nous, les Français, on est les meilleurs. On est les meilleurs en IA. Et ça, c'est pas moi qui le dis, en fait, c'est parce qu'on est les meilleurs en mathématiques. L'IA, c'est que des mathématiques. On est les meilleurs en mathématiques, c'est la médaille Fields qui le dit. Hein, d'accord, donc on est très bon en maths, donc on est très bon en IA.
On a des startups de plus en plus qui sont là depuis 2013, Fleur Pellerin, la BPI. On a réussi à faire des startups qui sont intéressantes. Il y a 1000 startups d'IA aujourd'hui. D'accord, donc ils ne font pas tous des trucs super, mais il y a des trucs intéressants. Et puis un autre chiffre qui est intéressant, c'est dans la Silicon Valley. Il y a beaucoup de Français, il y a plusieurs dizaines de milliers de Français. Et quand on regarde n'importe quelle boîte, les grosses boîtes, les Google, les Meta, les Netflix, enfin ce que tu veux, le chef de l'IA est français. D'accord ? Donc on est les meilleurs en IA, on est très prisés en IA, et les dizaines de milliers de Français qui sont dans la vallée, on se les arrache. Okay ? Parce qu'on est les meilleurs. Maintenant, ça ne se voit pas. D'accord ? Pourquoi ça ne se voit pas ? Parce que justement, cette souveraineté, elle n'existe pas. D'accord ? Aujourd'hui, ça n'existe pas parce qu'on n'a pas encore compris ce que c'était vraiment la souveraineté. Alors là, je vais te donner 2-3 scoops de ce que je pense moi. Après, on peut en discuter. Bon, ces IA aujourd'hui, les IA dont on parle, elles sont toutes biaisées américaines. D'accord ? C'est toutes des IA de la côte ouest et elles te répondent comme un bon petit écolier de la côte ouest. Okay ? Et donc, elles sont biaisées américaines parce que 70% du net sur lequel elles sont basées est américain. Et donc, c'est pas souverain parce que ça répond pas comme ça devrait répondre pour nous. Donc, il y a un truc qui est pas clair pour les data scientists, parce que les data scientists veulent des trucs super, machin, débiaisés. Ils veulent débiaiser les bases de données. Et moi, je dis qu'il faut faire exactement le contraire. Il faut biaiser. Il faut biaiser toute la journée, d'accord ? Et il faut biaiser les bases de données. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut créer exprès des bases de données qui vont répondre comme un petit écolier français. Il faut biaiser exprès des bases de données qui vont répondre comme des petits écoliers africains. Il faut biaiser exprès des bases de données qui vont répondre comme des petits singapouriens. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas ça. Et tant qu'on n'a pas culturellement des IA qui sont au niveau culturel de ceux qu'on voudrait avoir, on perd notre culture. L'Afrique n'existe plus aujourd'hui. Sur le net, l'Afrique n'existe plus parce que la culture africaine est une culture orale. Et donc, on a tout perdu. D'accord ? Donc, l'Afrique n'existe plus. Il faudrait qu'il y ait une IA africaine. Et on pourrait faire une IA africaine. D'accord ? Il faut qu'on ait une IA française. Moi, j'en ai marre que quand je demande à une IA qui a inventé l'aviation, qui me disent que c'est les frères Wright en 1903. Moi, je sais que c'est Clément Ader en 1890, 13 ans avant. D'accord ? C'était un Français. Mais évidemment, ça répond comme répondrait un Américain, chauvin, et dit les frères Wright. Donc, faisons des IA biaisées, assumons le biais. C'est un truc qu'on n'ose pas. On veut être idéal, on va faire des réglementations, machin, gna gna. Arrêtons. Biaisons les trucs, exprès, assumons ce biais et faisons en sorte d'avoir des trucs incroyables parce qu'on a les gens incroyables. Et il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à faire le cloud. D'accord ? La réalité, c'est que le cloud aussi est très américain. On a 2-3 clouds qui sont potentiellement souverains en France. D'accord ? Il n'y en a pas beaucoup. Bon, il y en a qui font des trucs où c'est un peu léger, OVH. Il y en a qui sont un peu compliqués à utiliser, Outscale. Et puis il y en a un qui est pas trop mal, qui s'appelle Scaleway. D'accord ? Et Scaleway, c'est souverain. Là, c'est complètement français, c'est basé en France, c'est fait en France avec de l'open source. Et c'est français complètement. Tu ne peux pas les critiquer. Quand tu entends les trucs que fait Orange avec Microsoft ou Thales avec Google ou vice-versa, avec Blue et avec je sais pas quoi, c'est pas souverain. Il faut arrêter. Et ça ne le sera pas, je suis d'accord avec toi. Mais ouais, c'est pas souverain parce que là, je peux t'annoncer officiellement que la NSA, d'accord, même si tu colles les trucs en France, même si tu dis oui, on va mettre tous les garde-fous qui vont bien, je peux t'assurer que la NSA, elle a le nez dedans. D'accord ? Donc, c'est pas souverain. Donc, assumons aussi le fait que on a 2-3 players qu'on n'a pas aidés, d'accord ? Et qu'il faudrait aider. D'accord ? Scaleway, pour moi, est celui, bon, je ne fais pas la pub, je n'ai rien à foutre, je ne fais pas la pub pour Scaleway, c'est pas mon point. Mais aujourd'hui, quand je regarde le paysage, Scaleway est le seul souverain. D'accord ? Donc, qui le connaît ? Personne. Okay ? Donc, assumons aussi le fait qu'on a des pépites qui sont potentiellement souveraines, mais on ne les connaît pas. On parle de Mistral beaucoup, d'accord ? Et puis de leur nouveau cloud, parce qu'ils vont faire un nouveau cloud, ça sera intéressant, d'accord ? Bon, si NVIDIA ne met pas dans ses puces des trucs que la NSA peut sucer, d'accord ? Je ne sais pas. Okay ? Donc on verra. Mais bon, le Mistral en général est intéressant. Pourquoi c'est intéressant Mistral ? Bon, ouais, on peut parler de la souveraineté, on peut dire que leurs 500 millions qu'ils ont levés après est peut-être pas très souverain, d'accord ? Parce que c'est surtout américain. Mais les idées et les gars qui font ça, qui travaillent dessus, ont des idées que je dirais bien françaises. Frugalité, on essaye de faire des trucs plus malins. Et ça, on est fort à ça. On essaye de faire des trucs plus malins parce qu'on est super inventif.
on est bon. Et il y a un truc qui m'a déçu beaucoup, beaucoup dans les mois qui viennent de s'écouler, c'est DeepSeek. DeepSeek chinois, ça aurait dû être français. Ouais. Toutes les idées de DeepSeek, tout ce qu'ils ont fait. Alors, on ne sait pas exactement comment ils ont entraîné le machin, hein, parce que c'est quand même c'est un peu flou, on va dire, d'accord. Mais après, ce qu'on appelle l'inférence, donc la façon dont on retrouve les informations dans DeepSeek par rapport à OpenAI, par rapport à ChatGPT, c'est plus malin. C'est beaucoup plus malin, beaucoup plus frugal, d'accord. J'aurais aimé que ce soit nous qui fassions. J'appelle DeepSheet du coup parce que je ne sais pas exactement comment ça a Ce été qui est fait. dedans. Mais DeepSeek, ça aurait dû être nous qui le faisions parce qu'on a les capacités de faire des trucs malins comme ça. Merci Luc. On doit s'arrêter. En tout cas, vraiment super intéressant, super profond. Je pense qu'on pourrait aller très loin et je pense qu'il faudra en faire un autre pour creuser différents sujets. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour le podcast, pour tous les sujets qu'on a abordés. Et du coup, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Bah, on continue. On continue? Ouais. On enchaîne. Ouais. Merci Luc. Merci beaucoup.